Le jour se levait à peine sur 7, enveloppant les rues encore silencieuses d'une lumière pâle et presque trompeuse. Dans son appartement, Barr savourait ce moment suspendu que le matin offre parfois, lorsque le monde semble encore tenir à distance ses drames et ses menaces. Le café fumait doucement sur la table, répandant une odeur familière, rassurante, tandis que le bruit discret d'une cuillère contre une tasse rythmait ses pensées. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce petit déjeuner, rien qui laissait présager que cette banalité allait bientôt voler en éclats. Barr se laissait aller à une forme de relâchement rare. Ces derniers jours avaient été éprouvants, chargés de tensions sourdes et de préoccupations qu'il peinait à nommer. Il pensait à Erika, à ce lien fragile et précieux qui les unissait, à la manière dont leurs regards s'étaient accrochés au lycée comme s'ils s'étaient reconnus avant même de se comprendre. Il savait que cette relation, aussi lumineuse soit-elle, attirait des ombres. Il le sentait sans pouvoir l'expliquer clairement, comme un pressentiment qu'on repousse pour ne pas gâcher l'instant. Son téléphone vibra sur la table, rompant le silence feutré de l'appartement. Le nom de Charles s'afficha à l'écran. Barr décrocha sans hésiter, adoptant ce ton professionnel qu'il maîtrisait parfaitement, celui du patron de bar habitué à jongler entre les fournisseurs, les commandes et les imprévus. Charles parlait des livraisons, des délais à ajuster, des produits manquants. Une conversation ordinaire, presque mécanique, qui ancrait Barr dans une routine rassurante. Il répondait avec précision, notant mentalement chaque détail, sans imaginer que cette normalité était la dernière chose stable qu'il connaîtrait avant longtemps. Lorsqu'il raccrocha, Barr posa le téléphone et inspira profondément. Il allait se lever, peut-être pour se resservir du café, lorsqu'un frisson étrange lui parcourut l'échine. Un silence différent venait de s'installer, plus dense, plus lourd, comme si l'air lui-même s'était figé. Il n'eut pas le temps de se retourner. Des bras surgirent de nulle part, s'enroulant brutalement autour de son cou, coupant net sa respiration. La surprise fut si violente qu'elle le priva de toute réaction immédiate. Mathieu Bouvard était là, dans son appartement, derrière lui. La pression autour de sa gorge se fit instantanément plus forte. Barr sentit ses pieds quitter légèrement le sol, son corps basculer en arrière sous l'effet d'une force incontrôlée. L'air manquait, ses poumons brûlaient, et une panique primitive s'empara de lui. Il tenta de se débattre, cherchant à saisir les bras qui l'étranglaient, mais la prise était ferme, déterminée, presque méthodique. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, tandis que des points noirs commençaient à danser devant ses yeux. Dans cet étau, Barr comprit avec une lucidité terrifiante qu'il ne s'agissait pas d'une simple intimidation. Mathieu n'était pas venu parler. Il n'était pas venu menacer. Il était venu détruire. Les images se bousculaient dans l'esprit de Barr, désordonnées et fulgurantes. Le visage d'Erika, celui de Basile, les regards échangés au lycée, cette jalousie qu'il avait perçue sans jamais la mesurer à sa juste ampleur. Tout prenait soudain un sens effrayant. Mathieu, lui, ne disait rien. Son silence était plus glaçant que n'importe quelle insulte. Derrière cette attaque, il y avait une rage contenue depuis trop longtemps, une obsession nourrie par des années de frustration et de ressentiment. Voir Barr heureux, aimé, respecté, avait été pour lui une provocation insupportable. Et dans ce moment précis, il avait décidé que cette injustice devait être corrigée par la violence. Barr sentit ses forces l'abandonner peu à peu. Ses bras devenaient lourds, ses gestes moins précis. Le sol sembla se rapprocher dangereusement. Une pensée fulgura dans son esprit, presque détachée. C'était peut-être ainsi que tout se terminait, dans cet appartement familier transformé en piège mortel. Mais quelque chose en lui refusa de céder. Une colère sourde, une volonté farouche de survivre, s'éveilla au cœur de la panique. Dans un réflexe désespéré, Barr parvint à déplacer son poids, cherchant un point d'appui. Ses jambes, presque engourdies, trouvèrent soudain un angle, une ouverture. Il concentra ce qu'il lui restait d'énergie dans un mouvement instinctif, imprécis mais vital. Son pied heurta celui de Mathieu avec une force inattendue. Le croche-pied fut brutal, déséquilibrant son agresseur. La pression autour de son cou se relâcha soudainement, comme si l'étau venait de céder d'un coup. Les deux corps chutèrent lourdement. Barr s'effondra au sol, haletant, aspirant l'air avec une avidité douloureuse. Sa gorge le brûlait, chaque inspiration était une épreuve, mais il respirait. Il était encore vivant. Mathieu, surpris par cette résistance qu'il n'avait pas anticipée, perdit quelques secondes précieuses à se redresser. Ces secondes changèrent tout. Barr roula sur le côté, cherchant à reprendre ses esprits. Le monde tournait encore, mais sa lucidité revenait par vagues. Il se redressa difficilement, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Face à lui, Mathieu se relevait à son tour, les traits déformés par une rage encore plus violente, alimentée par l'échec de son attaque. Il n'était plus question de fuir, plus question de réfléchir. Tout se jouait dans cet instant suspendu.
Sur une étagère, à portée de main, une statuette attira l'attention de Barr. Sans réfléchir davantage, il s'en saisit. Le geste fut presque automatique, dicté par l'urgence et l'instinct de survie. Il frappa. Le choc fut sec, résonnant dans l'appartement comme un coup de tonnerre. Mathieu vacilla, recula sous l'impact, son regard trahissant à la fois la douleur et la surprise. Barr, malgré sa faiblesse, venait de reprendre l'avantage. Mais Mathieu n'était pas du genre à renoncer. Profitant d'un moment de flottement, il se dégagea brusquement, bousculant Barr pour se frayer un passage. En quelques secondes, il se dirigea vers la sortie, ses pas résonnant lourdement sur le sol. La porte resta ouverte, laissant entrer un courant d'air froid et une sensation de chaos. Un voisin, alerté par le bruit, apparut sur le seuil, inquiet. Il posa une question, la voix chargée d'angoisse, demandant si tout allait bien. Barr, encore sous le choc, trouva la force de répondre. Il demanda qu'on appelle la police, la voix rauque mais ferme, consciente que chaque seconde comptait désormais. Sans attendre, Barr se lança à la poursuite de Mathieu dans les escaliers. La douleur pulsait dans sa gorge, ses muscles protestaient, mais l'adrénaline le portait. Il refusait de laisser son agresseur disparaître une nouvelle fois, refusait que cette violence reste impunie. Les marches défilaient sous ses pieds tandis qu'une seule question martelait son esprit. Parviendrait-il à l'arrêter, ou Mathieu réussirait-il encore à s'échapper? À ce moment précis, rien n'était certain. Une chose, en revanche, s'imposait avec une clarté implacable. Cette attaque venait de tout changer. Pour Barr, pour Erika, pour Basile. Et l'ombre de Mathieu Bouvard planait désormais plus dangereusement que jamais sur leur vie. Dans la cage d'escalier, l'air semblait plus froid, plus dur, comme s'il refusait de laisser passer la violence qui venait de se déchaîner à l'étage supérieur. Les pas de Mathieu résonnaient lourdement contre le béton, précipités, désordonnés, tandis que Barr, quelques marches derrière lui, luttait pour maintenir son équilibre. Chaque mouvement lui arrachait une douleur vive à la gorge, rappel cruel de la prise qui avait failli l'anéantir. Pourtant, il avançait, mu par une énergie qui ne relevait plus de la raison, mais d'un instinct brut, presque animal. Barr sentait le sang pulser dans ses tempes, brouillant sa perception. Les murs semblaient se rapprocher, les marches se multipliaient à l'infini. À plusieurs reprises, il manqua de trébucher, ses jambes refusant d'obéir pleinement. Mais l'image de Mathieu en fuite le maintenait debout. Ce visage déformé par la haine, cette présence invasive dans son intimité la plus totale, s'était gravé dans sa mémoire avec une intensité insoutenable. Il ne s'agissait plus seulement de l'arrêter, mais de reprendre le contrôle d'un espace que Mathieu avait souillé par sa violence. En contrebas, une porte claqua. Le bruit sec résonna comme un signal d'alarme. Barr accéléra malgré la brûlure qui lui lacérait la poitrine à chaque respiration. Il aperçut la silhouette de Mathieu déboucher sur le palier inférieur, hésiter une fraction de seconde, puis bifurquer vers la sortie. Cette hésitation infime révéla quelque chose d'essentiel. Derrière la brutalité, il y avait la peur. Mathieu n'était plus le chasseur, mais une proie traquée par les conséquences de ses actes. Lorsque Barr atteignit enfin le rez-de-chaussée, Mathieu avait déjà disparu à l'extérieur. La porte battait encore sous l'effet de son passage, grinçant sinistrement. Barr s'arrêta net, pris d'un vertige soudain. La lumière du jour, trop vive, l'aveuglait presque. Il posa une main contre le mur pour ne pas s'effondrer, son corps réclamant une pause que son esprit refusait d'accorder. Autour de lui, des voix commençaient à s'élever, des pas se rapprochaient. L'immeuble, jusque-là silencieux, s'éveillait brutalement à la réalité de l'agression. Quelqu'un parlait de police, un autre demandait ce qui s'était passé. Barr répondait machinalement, les mots sortant de sa bouche comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Il sentait encore les doigts de Mathieu autour de son cou, une sensation fantôme qui refusait de disparaître. Chaque inspiration était accompagnée d'une crainte irrationnelle, et s'il revenait? Et s'il n'en avait pas fini? Peu à peu, la certitude s'imposa que Mathieu avait réussi à s'échapper. Cette idée, loin de le soulager, raviva une angoisse profonde. L'agresseur n'était pas neutralisé. Il était libre, blessé dans son orgueil, et désormais conscient que Barr n'était pas une cible facile. Cette combinaison rendait la menace encore plus imprévisible. Barr en avait conscience, même dans l'état de confusion qu'il habitait. Lorsqu'il remonta finalement dans son appartement, escorté par des voisins encore sous le choc, le lieu lui sembla étranger. La table du petit déjeuner était toujours là, la tasse de café à moitié pleine, figée dans un instant qui appartenait déjà à une autre vie. Cette banalité intacte contrastait violemment avec le chaos intérieur qui le dévastait. Il se laissa tomber sur une chaise, incapable de détourner le regard de l'espace où tout avait basculé. À mesure que l'adrénaline retombait, les émotions affluaient sans filtre.
La peur d'abord, crue, viscérale, suivie d'une colère sourde, presque honteuse. Comment avait-il pu ne rien voir venir? Comment Mathieu avait-il pu entrer chez lui, transformer son refuge en champ de bataille? Ces questions tournaient en boucle, sans trouver de réponse satisfaisante. Barr se sentait vulnérable, exposé, comme si les murs de son appartement ne pouvaient plus le protéger de rien. Et puis, inévitablement, la pensée d'Erika s'imposa. Une angoisse nouvelle, plus insidieuse encore, se glissa dans son esprit. Si Mathieu avait été capable de ça, s'il avait franchi cette ligne irréversible, jusqu'où pouvait-il aller? Barr revoyait les regards échangés au lycée, cette jalousie qu'il avait peut-être sous-estimée. Il comprenait désormais que cette obsession n'était pas une simple lubie, mais une fixation dangereuse, nourrie par des années de frustration et de rancœur. Dans un coin de son esprit, l'image de Basile apparaissait aussi, rappel douloureux que Mathieu n'en était pas à son premier passage à l'acte. Kidnapping, harcèlement, et maintenant agression directe. Tout formait un engrenage implacable, une escalade qui semblait hors de contrôle. Barr avait beau se vouloir fort, résilient, il savait que cette affaire le dépassait désormais. Il ne s'agissait plus seulement de lui. Lorsque les sirènes de police retentirent au loin, un mélange étrange de soulagement et de tension l'envahit. Les autorités arrivaient, mais il savait déjà que leur présence ne suffirait pas à effacer ce qui venait de se produire. Les questions, les procédures, les témoignages à venir ne feraient que replonger dans cette violence encore fraîche. Pourtant, il était prêt à affronter cela. Il n'avait plus le choix. Assis là, la gorge douloureuse, le regard perdu dans le vide, Barr prit conscience d'une vérité fondamentale. Il venait de franchir un seuil invisible. Il n'était plus seulement le témoin ou la victime d'une intrigue inquiétante. Il en était désormais un acteur central. Mathieu avait voulu le briser. Il avait échoué, mais cette confrontation marquait le début d'un affrontement bien plus vaste, dont personne ne pouvait encore mesurer les conséquences. Et pendant que Barr tentait de reprendre pied dans cette réalité fracturée, quelque part à 7, Mathieu Bouvard continuait sa fuite, emportant avec lui une rage intacte et une jalousie maladive, prêt à frapper à nouveau. L'ombre qui planait sur Erika et Basile n'avait jamais été aussi dense. Dans l'appartement désormais envahi par une présence étrangère, Barr avait l'impression que chaque objet le regardait autrement. Les murs, témoins muets de l'agression, semblaient avoir absorbé la violence, la rendant palpable, presque collante. Même lorsque la police commença à poser ses questions, à prendre des notes, à observer les lieux avec méthode, Barr ne parvenait pas à se détacher de cette sensation d'intrusion totale. Ce n'était plus seulement son corps qui avait été attaqué, mais son intimité, son sentiment de sécurité le plus élémentaire. Il répondait aux questions avec précision, décrivant l'étranglement, la chute, la statuette utilisée comme arme improvisée. Les mots sortaient, mais l'émotion restait bloquée, comprimée quelque part entre la peur et la colère. À plusieurs reprises, sa voix se brisa légèrement lorsqu'il évoqua le visage de Mathieu, cette expression figée dans une haine presque irréelle. Les policiers échangeaient des regards lourds de sens. Ils comprenaient que cette affaire dépassait le simple cadre d'une agression isolée. Lorsque les agents quittèrent enfin l'appartement, laissant derrière eux un silence oppressant, Barr se retrouva seul avec ses pensées. Il s'assit lentement, épuisé, le dos voûté, comme si le poids de ce qui venait de se passer s'abattait d'un seul coup sur ses épaules. C'est alors que la peur changea de forme. Elle ne concernait plus seulement ce qu'il avait vécu, mais ce qui risquait d'arriver ensuite. Erika. Son nom résonnait dans son esprit avec une insistance douloureuse. Barr repensait aux regards échangés, à la douceur de leurs moments partagés, à cette légèreté qu'ils avaient réussi à préserver malgré le contexte troublé. Tout cela lui semblait désormais fragile, menacé. Il comprenait, avec une clarté brutale, que l'agression dont il avait été victime n'était qu'un message. Mathieu n'avait pas agi au hasard. Il avait frappé Barr parce qu'il représentait tout ce qu'il détestait, tout ce qu'il estimait lui avoir été volé. Cette prise de conscience provoqua chez Barr un mélange de culpabilité et de détermination. Culpabilité d'avoir peut-être exposé Erika à un danger qu'elle n'avait jamais choisi. Détermination à ne plus rester passif, à ne plus sous-estimer la folie grandissante de Mathieu. Il se leva brusquement, comme mu par une décision soudaine, puis se ravisa, conscient de sa faiblesse physique. Chaque mouvement lui rappelait la violence de l'attaque, mais renforçait aussi sa volonté de ne pas céder. Pendant ce temps, loin de l'appartement, Mathieu avançait sans but précis, le souffle court, le regard fuyant. Sa fuite n'avait rien d'organisé. Elle était le prolongement direct de son échec. Chaque pas était chargé d'une rage sourde, alimentée par l'humiliation d'avoir été repoussé, frappé, contraint de s'enfuir. Dans son esprit, les images de Barr se superposaient à celles d'Erika, indissociables, formant un nœud obsessionnel qu'il n'arrivait plus à démêler.
Pour Mathieu, cette confrontation n'était pas une erreur, mais une nécessité. Depuis le lycée, il nourrissait ce sentiment d'injustice, cette conviction que certains méritaient le bonheur quand lui n'avait droit qu'à la frustration et au rejet. Voir Erika sourire aux côtés de Bar avait été l'élément déclencheur, la preuve ultime que le monde continuait de l'exclure. Et dans cette logique déformée, l'agression devenait presque légitime, une manière de rétablir un équilibre qui n'existait que dans sa tête. Plus il s'éloignait du lieu de l'attaque, plus ses pensées devenaient confuses. Une partie de lui savait qu'il avait franchi une ligne irréversible. Une autre refusait de l'admettre, préférant se réfugier dans la certitude que tout cela n'était qu'un malentendu, une réaction excessive provoquée par la provocation. Cette dissonance intérieure rendait Mathieu encore plus dangereux, incapable de mesurer pleinement les conséquences de ses actes. De retour chez lui, Bar tenta de joindre Erika. Le téléphone vibra longuement avant que l'appel ne bascule sur la messagerie. Ce simple détail suffit à raviver son angoisse. Il imagina 1000 scénarios, tous plus sombres les uns que les autres. Était-elle en sécurité? Avait-elle croisé Mathieu sans le savoir? Chaque seconde sans réponse lui paraissait interminable. Il laissa un message, la voix volontairement calme, mais chargée d'une urgence qu'il ne parvenait pas à masquer complètement. Assis dans le silence, Bar comprit que cette affaire ne concernait plus seulement un agresseur et une victime. Elle impliquait désormais tous ceux qui gravitaient autour de Mathieu, tous ceux qu'il percevait comme des obstacles à son obsession. Basile, en particulier, lui apparut comme une figure centrale de ce chaos. Le kidnapping n'était plus un épisode isolé, mais le premier acte d'une spirale de violence qui s'accélérait dangereusement. À ce moment précis, une certitude s'imposa à Bar, Mathieu ne s'arrêterait pas de lui-même. Tant que sa jalousie resterait intacte, tant qu'il se sentirait humilié et rejeté, il continuerait. Cette pensée, loin de le paralyser, renforça sa résolution. Il n'était plus question d'attendre, de subir ou d'espérer que tout se calme. Quelque chose devait être fait, rapidement, avant que l'irréparable ne se produise. Et tandis que la tension montait, invisible mais omniprésente, les destins de Bar, Erika et Basile se retrouvaient plus étroitement liés que jamais. L'agression dans l'appartement n'était que le point de départ. La véritable épreuve commençait maintenant. Le temps semblait s'être contracté autour de Bar, comme si chaque minute pesait désormais plus lourd que la précédente. Dans son appartement encore marqué par les traces invisibles de l'agression, il marchait lentement, incapable de rester immobile. L'air lui paraissait vicié, saturé d'une menace qui refusait de se dissiper. Chaque bruit venant de l'extérieur, une porte qui claque, des pas dans le couloir, une voix lointaine, suffisait à faire sursauter son cœur déjà trop sollicité. Il tenta de rationaliser, de se convaincre que Mathieu était en fuite, qu'il cherchait avant tout à se cacher. Mais cette pensée ne tenait pas longtemps. L'image de son regard, cette détermination froide et presque absente, revenait sans cesse, annihilant toute tentative de réassurance. Bar savait désormais reconnaître la différence entre une colère passagère et une obsession. Mathieu appartenait à la seconde catégorie, la plus dangereuse, celle qui ne connaît ni limite ni apaisement. Lorsqu'Erika finit enfin par le rappeler, la voix de Bar se tendit malgré lui. Il tenta de masquer l'inquiétude, mais ses mots trahissaient une urgence à peine contenue. Il lui parla de l'agression sans entrer dans les détails les plus violents, cherchant surtout à la prévenir, à la mettre en alerte. Le silence qui suivit, à l'autre bout du fil, fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Erika comprenait. Elle sentait que quelque chose venait de basculer. Pour elle aussi, la peur changeait de nature. Jusqu'ici, Mathieu avait été une présence inquiétante, envahissante, mais encore distante. L'idée qu'il ait pu s'en prendre physiquement à Bar fit naître une angoisse plus profonde, plus viscérale. Elle réalisait que personne n'était à l'abri, que les frontières entre le lycée, les lieux publics et l'intimité la plus stricte venaient de s'effondrer. Ce constat la laissait désemparée, oscillant entre la panique et un sentiment de culpabilité qu'elle ne parvenait pas à formuler clairement. Bar, de son côté, raccrocha avec une certitude douloureuse. Il venait d'entraîner Erika encore plus loin dans cette spirale. L'idée qu'elle puisse devenir la prochaine cible l'obsédait. Il imaginait Mathieu rôder, observer, attendre le moment opportun pour frapper à nouveau. Cette vision alimentait une colère froide, différente de celle ressentie pendant l'agression. C'était une colère protectrice, tournée vers l'avenir, prête à tout pour empêcher le pire. Pendant ce temps, Mathieu n'avait pas quitté Sète. Loin de chercher un refuge sûr, il errait, incapable de se fixer, comme si l'agitation intérieure qui le consumait l'empêchait de s'arrêter. Chaque rue traversée, chaque visage croisé nourrissait son sentiment d'exclusion. Il se sentait traqué, incompris, convaincu que le monde entier conspirait contre lui. Cette paranoïa latente transformait chaque regard en menace potentielle, chaque bruit en présage.
Dans son esprit, l'échec de l'agression ne faisait que renforcer son obsession. Bar n'était plus seulement un rival. Il était devenu un symbole. Celui de tout ce qu'il estimait lui avoir été arraché. Et plus cette pensée s'installait, plus Mathieu se persuadait qu'il devait aller jusqu'au bout, qu'il n'avait plus rien à perdre. La fuite n'était qu'une étape, pas une fin. Chez Bar, l'urgence se matérialisait peu à peu en décisions concrètes. Il comprenait que rester seul, isolé, serait une erreur. Il pensa à Basile, à ce lien fragile qui les unissait désormais à travers la violence de Mathieu. Le souvenir du kidnapping revenait avec une force nouvelle, éclairée par l'agression récente. Tout faisait sens. Ce n'était pas une suite de faits isolés, mais une trajectoire claire, dangereusement cohérente. Plus les heures passaient, plus la certitude s'imposait. La situation risquait de dégénérer à tout moment. Bar se sentait pris dans un compte à rebours invisible, incapable d'en mesurer la durée exacte, mais conscient que le temps jouait contre eux. Chaque minute sans nouvelles de Mathieu renforçait l'idée qu'il préparait quelque chose, quelque part, hors de portée immédiate. La nuit commençait à tomber sur Sète, enveloppant la ville d'une atmosphère lourde, presque oppressante. Les lumières s'allumaient une à une, mais elles ne suffisaient pas à dissiper l'ombre qui s'étendait sur les vies de Bar, d'Erika et de Basile. Cette obscurité symbolique marquait un tournant. La peur n'était plus un avertissement, mais une réalité installée, prête à exploser. Bar le savait, l'agression dans son appartement n'était pas le point culminant de cette histoire. C'était le signal annonciateur d'une escalade imminente, d'un danger qui ne se contenterait plus de menaces implicites. Et dans ce climat d'urgence, une question obsédante s'imposait à tous, sans trouver de réponse immédiate. Jusqu'où Mathieu Bouvard était-il prêt à aller? La nuit s'était installée définitivement, étouffante, presque hostile. Pour Bar, le temps ne s'écoulait plus normalement. Chaque minute semblait s'allonger, chargée d'une attente insupportable. Il ne parvenait pas à trouver le repos, ni physique ni mental. Son corps portait encore les stigmates de l'agression, mais c'était surtout son esprit qui refusait de se calmer, comme s'il restait coincé dans cet instant précis où l'air lui avait manqué. Il se surprenait à écouter son propre souffle, vérifiant inconsciemment qu'il respirait encore librement. La sensation fantôme des doigts de Mathieu autour de son cou revenait par vagues, déclenchée par le moindre silence trop profond. Cette peur-là était nouvelle, plus intime, plus corrosive. Elle ne disparaîtrait pas avec une simple nuit de sommeil. Bar en avait conscience, et cette lucidité ne faisait qu'accentuer son malaise. Il repensait sans cesse à la fuite de Mathieu. Le fait qu'il ait échappé à toute arrestation immédiate lui donnait un avantage dangereux. Bar le savait, un homme acculé, humilié, blessé dans son orgueil, devient imprévisible. Et Mathieu, plus que jamais, semblait enfermé dans une logique où la violence n'était plus une option parmi d'autres, mais une réponse quasi automatique. Erika, de son côté, vivait la même nuit avec une tension différente mais tout aussi lourde. Chaque bruit autour d'elle prenait une dimension inquiétante. Elle revoyait les mots de Bar, la gravité dans sa voix lorsqu'il lui avait parlé de l'agression. Cette image de lui, vulnérable, presque brisé, entrait en conflit avec celui qu'elle connaissait, fort, protecteur, rassurant. Cette fissure la bouleversait profondément. Elle se sentait prise au piège entre deux sentiments contradictoires. D'un côté, l'envie irrépressible de se rapprocher de Bar, de ne pas le laisser affronter seul cette épreuve. De l'autre, la peur panique de devenir elle-même une cible, de provoquer une nouvelle explosion de violence. Mathieu n'était plus une menace abstraite. Il avait prouvé qu'il pouvait agir, qu'il pouvait frapper sans prévenir, même dans un lieu supposé inviolable. Basile, quant à lui, restait au centre de cette tempête silencieuse. Son enlèvement, encore récent dans les esprits, prenait un sens nouveau à la lumière de l'agression de Bar. Ce n'était plus un épisode isolé, mais une étape dans un parcours de plus en plus sombre. L'idée que Mathieu puisse de nouveau s'en prendre à lui planait comme une épée au-dessus de tous. Personne n'osait le dire clairement, mais cette crainte était omniprésente. Chez Mathieu, la nuit n'apportait aucun apaisement. Loin de se calmer, ses pensées tournaient en boucle, se nourrissant de frustration et de rage. L'échec de l'agression le hantait. Il revoyait le moment où Bar lui avait échappé, où la situation lui avait glissé entre les doigts. Cette image alimentait une humiliation qu'il ne parvenait pas à digérer. Pour lui, cette défaite devait être réparée. Dans sa logique déformée, tout semblait s'ordonner autour d'une idée fixe, reprendre le contrôle. Il se sentait dépossédé, trahi par un monde qui refusait de lui reconnaître une place. Bar, Erika, Basile n'étaient plus des individus distincts, mais les éléments d'un même tableau, celui d'une injustice qu'il s'était juré de corriger. Cette vision simplifiée, presque mécanique, rendait ses intentions d'autant plus inquiétantes. Pendant que la ville dormait, ou tentait de le faire, une certitude s'imposait progressivement à chacun d'eux.
Il n'y aurait pas de retour à la normale. Pas immédiatement, peut-être jamais. L'agression avait brisé quelque chose de fondamental, une illusion de sécurité qui ne se reconstruirait pas facilement. Les décisions prises dans les heures à venir seraient déterminantes, et chacun le sentait confusément. Barr, assis dans la pénombre de son appartement, comprit qu'il ne pourrait plus se contenter d'attendre. La passivité n'était plus une option. Il fallait anticiper, protéger, agir, même si cela impliquait de s'exposer davantage. Cette prise de conscience marquait un tournant intérieur. Il n'était plus seulement la victime d'une violence subie, mais un homme prêt à affronter la menace, quel qu'en soit le prix. La nuit avançait, lourde de promesses sombres. Et dans ce silence tendu, une chose devenait évidente, le pire n'avait peut-être pas encore eu lieu. L'aube peinait à percer la nuit, comme si la lumière elle-même hésitait à s'imposer. Pour Barr, ce passage entre l'obscurité et le jour n'apportait aucun soulagement. Il n'avait pas dormi. Son corps, vidé, refusait pourtant de s'abandonner au repos, maintenu en alerte par une vigilance presque maladive. Chaque pensée revenait au même point, à cette certitude obsédante que le danger n'était pas passé, seulement déplacé. Il se leva lentement, prenant conscience de chaque douleur, de chaque raideur laissée par l'agression. Le miroir lui renvoyait un visage qu'il peinait à reconnaître, traits tirés, regard durci, marqué par une lucidité nouvelle. Ce qu'il voyait n'était pas seulement la fatigue, mais une transformation plus profonde. La naïveté d'avant, cette confiance instinctive dans l'idée que les choses finissent toujours par s'arranger, avait disparu. Barr pensa de nouveau à Erika. L'idée de la laisser affronter cette situation sans soutien lui était insupportable. Pourtant, il savait aussi que sa présence à ses côtés pouvait attirer encore davantage l'attention de Mathieu. Cette contradiction le déchirait. Protéger signifiait-il se rapprocher ou s'éloigner? Chaque option semblait comporter son lot de risques, et aucune ne garantissait une issue sans douleur. Erika, de son côté, ressentait ce même tiraillement. Elle observait son environnement avec une méfiance nouvelle, consciente que le danger pouvait surgir là où elle s'y attendait le moins. Les gestes du quotidien perdaient leur insouciance. Tout était calculé, mesuré, comme si une simple erreur pouvait déclencher une catastrophe. Cette tension constante commençait à peser lourdement sur ses nerfs, érodant peu à peu sa capacité à se rassurer. Dans un autre coin de la ville, Mathieu avançait avec une détermination froide. La fatigue, loin de l'affaiblir, semblait avoir aiguisé sa résolution. Ses pensées étaient plus claires qu'elles ne l'avaient été depuis longtemps, structurées autour d'un objectif unique. L'échec de la veille ne l'avait pas arrêté. Il l'avait contraint à réfléchir, à ajuster sa stratégie. Dans son esprit, la violence n'était plus impulsive, mais méthodique. Il se sentait observé, traqué, et cette sensation nourrissait une paranoïa qui renforçait paradoxalement sa certitude d'agir à juste titre. Pour lui, chaque regard croisé confirmait son statut de paria, chaque silence était une accusation. Cette perception biaisée du monde l'isolait davantage, le coupant de toute possibilité de remise en question. Il avançait seul, enfermé dans une logique où la fuite et l'attaque se confondaient. Basile, au cœur de cette tempête invisible, ressentait lui aussi les effets de cette menace diffuse. Les événements récents avaient laissé des traces profondes, réveillant une peur qu'il croyait enfouie. Il sentait que quelque chose se jouait autour de lui, sans toujours en saisir les contours exacts. Cette ignorance partielle renforçait son anxiété, le plaçant dans une position d'attente douloureuse, comme suspendu à une décision qui ne lui appartenait pas. Les heures passaient, et avec elles, la sensation d'un compte à rebours silencieux. Barr avait l'impression que chaque action, chaque choix, rapprochait un peu plus tous les protagonistes d'un point de collision inévitable. Il ne savait ni quand ni comment cela se produirait, mais il en percevait la certitude avec une clarté glaçante. La violence avait enclenché un mécanisme qui ne pouvait plus être arrêté par de simples intentions. Cette prise de conscience le força à accepter une vérité difficile. Il ne sortirait pas indemne de cette histoire, quelle qu'en soit l'issue. Même si Mathieu était arrêté, même si Erika et Basile étaient protégés, quelque chose resterait brisé. Cette lucidité, loin de l'abattre, le rendit plus résolu encore. Il n'avait pas choisi cette confrontation, mais il était prêt à en assumer les conséquences. Pendant que la ville reprenait lentement son rythme, ignorante de la tension qui s'accumulait dans ses recoins, les destins de Barr, Erika, Basile et Mathieu se rapprochaient dangereusement. L'instant décisif approchait, et chacun, à sa manière, s'y préparait, conscient que le prochain pas pourrait être le dernier avant l'irréparable. L'atmosphère était devenue irrespirable, comme si la ville elle-même retenait son souffle. À mesure que les heures s'écoulaient, la certitude d'un dénouement imminent s'imposait à tous ceux qui étaient pris dans l'orbite de Mathieu Bouvard. Il n'y avait plus de faux-semblants, plus d'illusions possibles.
La violence avait franchi un seuil qui rendait tout retour en arrière illusoire. Barr le sentait avec une clarté douloureuse. Ce qui avait commencé par un petit déjeuner banal s'était transformé en une fracture profonde, irréversible. L'agression avait laissé des marques visibles sur son corps, mais les traces les plus durables étaient ailleurs, dans cette méfiance nouvelle qui s'était installée en lui. Il observait désormais le monde avec un regard différent, conscient que la menace pouvait surgir là où il ne l'attendait pas. La fuite de Mathieu pesait comme une ombre persistante. Chaque minute sans nouvelles renforçait l'angoisse. Barr savait qu'un homme acculé, rongé par la jalousie et l'humiliation, devenait imprévisible. Cette pensée le hantait, d'autant plus qu'elle impliquait Erika et Basile, deux vies qu'il refusait de voir broyées par cette spirale destructrice. Il avait beau se montrer fort, il sentait parfois la peur l'envahir, sourde et tenace. Erika, de son côté, tentait de rester debout face à cette tempête. La révélation de l'agression avait bouleversé sa perception de la situation. Mathieu n'était plus seulement un harceleur, une présence inquiétante qu'on pouvait espérer voir disparaître avec le temps. Il était devenu une menace concrète, capable d'agir, de frapper sans prévenir. Cette prise de conscience l'obligeait à revoir chacun de ses gestes, chacune de ses décisions. Elle oscillait entre la volonté de se protéger et celle de ne pas céder à la peur. Mais au fond d'elle-même, une inquiétude profonde persistait. Si Mathieu avait été capable d'entrer chez Barr, qu'est-ce qui pourrait encore l'arrêter? Cette question la suivait partout, alourdissant chaque instant, transformant la moindre tranquillité apparente en illusion fragile. Basile, quant à lui, se trouvait malgré lui au cœur de cette intrigue devenue incontrôlable. Les événements récents avaient ravivé des traumatismes qu'il n'avait pas encore eu le temps d'apaiser. L'idée que Mathieu puisse encore représenter un danger le plongeait dans un état d'alerte permanent. Il sentait confusément que quelque chose de grave se jouait autour de lui, même s'il n'en percevait pas toujours les détails. Cette attente, faite de silence et de peur diffuse, était peut-être l'épreuve la plus difficile à supporter. Pendant ce temps, Mathieu avançait, seul, enfermé dans sa logique destructrice. L'agression ratée contre Barr n'avait pas éteint sa rage, bien au contraire. Elle l'avait renforcée, nourrie par un sentiment d'injustice et de rejet qui l'accompagnait depuis le lycée. Dans son esprit, il n'était pas un agresseur, mais une victime poussée à bout, trahie par un monde qui refusait de lui accorder la place qu'il estimait mériter. Cette distorsion de la réalité le rendait dangereux. Chaque pas qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait, était guidée par cette certitude intime qu'il n'avait plus rien à perdre. La jalousie qui l'obsédait avait fini par effacer toute empathie, toute retenue. Il n'agissait plus par impulsion, mais par conviction, persuadé que ses actes étaient la seule réponse possible à l'humiliation qu'il ressentait. À ce stade, l'intrigue avait atteint un point de non-retour. L'agression chez Barr n'était pas un simple épisode de violence, mais un tournant décisif. Elle révélait au grand jour la dangerosité de Mathieu, sa capacité à franchir toutes les limites, et plaçait Erika et Basile dans une zone de risque permanent. La peur n'était plus une hypothèse, mais une réalité ancrée dans le quotidien. Barr en avait pleinement conscience. Malgré la fatigue, malgré la douleur, il refusait de se laisser abattre. Cette épreuve avait réveillé en lui une détermination nouvelle, presque farouche. Il avait survécu à l'attaque, il s'était relevé, et cette résistance devenait désormais un symbole. Il n'était pas du genre à se laisser faire, et cette certitude, il la portait désormais comme une armure fragile mais essentielle. Pourtant, même cette force retrouvée ne suffisait pas à dissiper l'inquiétude. Tant que Mathieu resterait libre, rien ne serait véritablement terminé. La menace continuerait de planer, prête à s'abattre à nouveau. Cette réalité donnait à chaque instant une intensité particulière, comme si l'avenir lui-même était suspendu à un fil. Une chose, en revanche, était certaine. Après cette attaque brutale, plus rien ne serait jamais comme avant. Les relations, les choix, les regards porteraient à jamais la trace de cette violence. L'escapade de Mathieu Bouvard avait basculé du côté le plus sombre, et ses conséquences s'étendraient bien au-delà de cette matinée qui avait viré au cauchemar. Pour Barr, Erika et Basile, l'épreuve ne faisait que commencer. Et si Barr avait prouvé qu'il pouvait résister, la question restait entière, jusqu'où Mathieu serait-il prêt à aller avant que cette spirale infernale ne prenne fin ?